Oui. Hop, pardon. Merci de prendre le temps nécessaire pour qu'on puisse avoir cet échange. Salut aux professeurs et accompagnants pour l'initiative qui a été prise. Je sais que Mme Raclemarchois était indisponible aujourd'hui. Je l'ai vu il y a encore peu de temps, d'ailleurs ici même, c'était je crois la semaine dernière. On a des contacts réguliers avec elle. Donc je me réjouis qu'on puisse aujourd'hui avec vous aborder ce qui va sans doute être une première nationale par l'importance du nombre de personnes accueillies à bord d'un bâtiment appartenant à la Marine nationale. Et on ne dit pas bateau, on dit bâtiment, c'est une petite précision sémantique. Et c'est vrai que le nombre des personnes invitées à bord, j'ai eu il y a maintenant un mois de ça à peu près, le commandant qu'on appelle le Pacha, mais on vous expliquera ça à bord, qui me disait que c'était sans doute la première fois qu'une opération aussi importante se déroulait sur un bâtiment de la Marine nationale. Donc c'est vraiment aussi un honneur pour nous, il faut le vivre comme ça, j'espère que vous le vivrez comme ça, de pouvoir y participer et finalement d'être un peu précurseur. Ce que j'aimerais vous dire, c'est peut-être vous rappeler un petit peu le contexte, en guise de préparation à votre déplacement. D'abord vous dire que vous avez beaucoup de courage, parce que partir à 1h30 du matin, c'est déjà pas mal. J'espère que vous trouverez le sommeil dans le bus. Mais je pense que le but du voyage vous motivera incontestablement, et même si vous revenez fatigué, vous reviendrez également plein de souvenirs de ce qu'on aura vécu ensemble. J'aimerais peut-être, alors on pourra avoir un temps, si M. Compagnon est d'accord, de questions-réponses, il n'y a pas de difficulté. Peut-être vous refaire un petit historique de nos relations avec la CONIT, peut-être pour commencer, puis après, voilà, qu'on ait un échange, que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez poser. Peut-être déjà insister sur une chose, c'est que la justification du parrainage. La ville de Chalon-sur-Saône, comme vous le savez, est ville marraine de la frégate furtive Laconite. Ça nous oblige à un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce qu'on le fait d'abord? Alors j'anticipe peut-être des questions, mais l'important c'est qu'on échange là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Dans la simple mesure qu'un certain nombre de villes ont trouvé par ce moyen un bon outil pour resserrer les liens de ce qu'il est convenu d'appeler les liens entre l'armée et la nation. La France a une histoire très singulière. Il y a des pays qui se sont constitués avec des armées professionnelles dès le départ et qui n'étaient pas forcément issues de la nation. Nous, notre histoire, c'est, alors ça n'existe plus maintenant, mais c'est la conscription, c'est-à-dire les jeunes gens, jeunes hommes, qui partaient donner du temps, 1 an, 2 ans, parfois 3 ans de service militaire, et qui donc, lorsque les périls se faisaient jour, étaient mobilisés pour participer eux-mêmes à la défense de leur pays. Aujourd'hui, les armées sont professionnalisées. C'est le cas des marins que vous verrez sur la CONIT. Ce sont des engagés avec des contrats, des soldats professionnels. Mais le lien entre l'armée et la nation est resté chez nous très très fort. On payait ce qu'on appelait l'impôt du sang. C'est-à-dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on acceptait de mourir pour défendre son pays. Et ces valeurs-là, elles nous semblent essentielles, même si aujourd'hui l'armée n'est plus une armée de conscrits, comme on disait, c'est-à-dire de jeunes appelés particulièrement pendant un temps donné pour faire face à un état de guerre donné. Il n'en reste pas moins que nous devons cultiver ce lien. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que la défense d'un pays, elle appartient évidemment aux soldats qui sont là pour nous défendre, mais qu'elle nous appartient à toutes et à tous. Nous sommes tous responsables de la défense de la France et de la défense de la République. Et c'est ça l'idée. Et si la ville de Chalon-sur-Saône, en 1999, a conclu ce parrainage avec ce bâtiment, comme le fait que nous ayons des relations extrêmement suivies avec, à Chalon, une autre unité militaire, la base pétrolière interarmée. Vous connaissez la caserne Carnot, voilà, c'est celle qu'on voit le plus. C'est pas le seul endroit où on est des soldats à Chalon. Mais si on y tient absolument,
c'est parce que c'est le moyen pour nous de faire vivre des valeurs qui sont des valeurs de patriotisme, c'est-à-dire d'amour de la patrie. Ça ne veut pas dire nationaliste, ça ne veut pas dire qu'on pense qu'en dehors de la France, il n'y a que des pays remplis de personnes infréquentables. C'est pas ça du tout. C'est que la France, c'est le pays qui nous a vu naître, qui nous abrite, et que c'est donc vis-à-vis d'elle que nous nous sentons devoir un certain nombre d'obligations. Et ça se cultive aussi grâce au contact qu'on peut avoir avec des soldats. Aujourd'hui, femmes et hommes, hein, vous verrez d'ailleurs sur la conite, les deux genres sont représentés. Donc ce parrainage, il a été conclu comme ça. Il a eu des hauts et des bas, hein, depuis 1999, ça fait déjà quelques années, il y a eu des années où il y avait plein de choses, il y a des années où il y avait moins de choses. Quand je suis arrivé ici, quand j'étais élu maire en 2014, on a souhaité très rapidement renouer et intensifier de nouveau ces relations. J'ai invité le pacha de l'époque, Geoffroy Roussel, à venir participer aux cérémonies du 8 mai, comme celle que nous avons eue il y a peu de temps, cette semaine. Il est venu, alors on vous expliquera aussi que parfois il n'est pas possible qu'il soit là, parce qu'ils sont souvent en mer, tout simplement. Ils sont à Toulon une partie de l'année, ça vous sera expliqué sur place aussi, mais bien souvent ils sont en mission, et parfois très très loin, jusqu'à l'autre bout de la terre. Donc il se trouvait qu'en 2014, le 8 mai, ils étaient là, que immédiatement des liens de sympathie se sont créés et qu'on a décidé de les entretenir. Sachant que les pachas, les commandants, sont là 18 mois, simplement. Ça tourne beaucoup hein, à la tête du bateau. Le commandant, il ne reste pas 20 ans, hein. Il va rester 18 mois. Parfois moins d'ailleurs, mais 18 mois. Donc en fait, voilà, moi je suis mon 3e pacha depuis le début du mandat. Et les maires, ça dure plus longtemps que les commandants de frégate Fureté. Et donc, malgré ça, il y a une continuité, on se voit, on échange. Votre collège a été au cœur d'un important échange. Il y a maintenant, ce compagnon, 3 ans, à l'occasion d'une mission à laquelle participait la CONIT, et des échanges épistolaires avec un certain nombre d'éléments à bord et de vos camarades d'il y a 3 ans, qui vraiment a marqué les esprits. Et c'est pour ça que c'est bien que cette année encore, vous soyez à la pointe pour participer à cet échange qui, je le dis bien, a une valeur exemplaire, parce qu'à cette échelle-là, ça ne s'est encore jamais vu en France, tout simplement. Donc voilà le petit préambule que je souhaitais faire pour bien placer le parrainage qui unit la ville de Châlons et la CONIT dans un contexte qui est un contexte de patriotisme, c'est-à-dire d'amour du pays qui nous accueille, qui est le nôtre. Encore une fois, je dis bien sans exacerbation des haines, au contraire, je pense que quand on aime bien sa patrie, on respecte celle des autres, et c'est plutôt un facteur de paix qu'on s'est bien compris. Voilà un petit peu l'idée générale. Maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous en avez sans doute préparé, j'en vois d'ailleurs sur les feuilles à côté de moi. Au moins 5. Oh, il y en a bien plus que ça, il y en a 9. Bon, allez, on y va. Qui les pose? Alors, au début, la première question, qui est une question de bonjour aussi, je pense que c'est Lina qui va la poser. Alors, tu sais, tu as un micro devant toi, voilà, c'est facile à manipuler. Bonjour Monsieur le maire, merci pour votre accueil, merci également de nous permettre de participer à ce partenariat. Grâce à vous, mercredi prochain, nous pourrons nous rendre à Toulon à bord du navire Acony. Est-ce que vous serez vous aussi à bord du navire le 16? Oui, je serai avec vous. Alors je ne vais pas venir en bus parce que je vais partir à une heure différente, mais on se retrouvera sur place et je participerai à la journée, j'y tiens absolument. C'est pas que les obligations soient légères sur Châlons, parce que c'est une journée bien remplie de tous les côtés, mais je suis descendu maintenant depuis 2014, 4 fois, 4-5 fois, hein, c'est ça. Et notamment, j'ai eu l'insigne privilège de pouvoir participer au lancement d'une mission à laquelle la CONIT a pris part, qu'on appelle la mission Jeanne d'Arc, avec un certain nombre d'autres bâtiments de la marine française. Et je suis sorti avec eux de la rade de Toulon. Et puis à un moment donné, j'allais quand même pas partir jusqu'en mer de Chine. Ça aurait été un peu compliqué pour gérer la ville à distance. Donc on a ouvert une petite porte sur le côté du bateau. On m'a fait grimper dans un bateau pneumatique à très vive allure
Et je suis retourné à bord tout simplement. Donc j'ai eu cette chance-là, et c'est des souvenirs, pour vous dire, impérissables. Donc oui, je serai avec vous le 16 mai, et on aura l'occasion de se retrouver à bord de la commune. Question suivante. Alors Rayana, je suis désolé, mais monsieur le maire a répondu à la deuxième question. Aïe, aïe. Êtes-vous déjà, oui, vous êtes-vous déjà rendu sur le navire? Bon, alors, ce que je peux dire, c'est que, je crois que je n'ai pas loupé, puisque je vous ai dit que c'était le 3e pacha que j'expérimentais, j'ai été là aux 2 passations de commandement. C'est à ces occasions-là. Il y a plusieurs temps, en fait, où les extérieurs au bateau sont admis, comme on va l'être le 16 mai. Il y a ce qu'on appelle la journée des familles. D'ailleurs, je crois qu'on s'inscrit plus ou moins dans ce cadre-là, il me semble, le 16 mai. Pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres familles, non? C'est spécifique pour nous? Je ne suis pas sûr. Il me semble que me rappeler lors de ma conversation avec le pacha au téléphone. Enfin, en tout cas, il y a un temps, vous imaginez quand même, imaginez-vous, vous êtes un peu plus vieux et vous êtes marié avec un marin de la Conite. Homme ou femme, hein, parce que je vous ai dit qu'il y avait les deux. Et vous voyez voilà, votre conjoint partir 6 mois de l'année. D'abord, le temps est très long pour les familles, et souvent des enfants également. Et puis, il peut y avoir des inquiétudes, parce que c'est un bâtiment qui peut participer à des opérations dites de guerre. Ça s'est passé il n'y a encore pas si longtemps. Donc je pense que quand on est les familles, et c'est bien le calcul qu'a fait la Conite, c'est important de savoir où le conjoint, le père, le fils, la fille, parce que les parents des marins sont aussi admis, passe la moitié de son temps. Et donc de visiter le bateau. Et cette journée des familles, elle a lieu 1 fois par an, donc je m'y suis rendu déjà, et puis les autres fois, ça a été aux 2 passations de commandement. Ça, on ne le verra pas le 16, mais c'est un moment extraordinaire, parce que vous avez toute la fine fleur de la marine française, et en fait, le commandant quitte son commandement, et immédiatement après, parce qu'il ne peut pas y avoir d'interruption, généralement le patron de la base de Toulon, c'est un amiral en l'occurrence, parfois même encore des autorités d'état-major sont là, immédiatement investit le nouveau commandant qui prend la suite de celui qui s'est retiré. Et au moment où celui qui prend le commandement arrive, il est désigné devant les hommes qui sont réunis, quand je dis les hommes, c'est hommes et femmes, hein, c'est un terme générique, sont réunis sur le pont, et l'amiral dit « Je vous demande de reconnaître comme votre chef » avec évidemment le grade et le nom. Et à ce moment-là, le pacha précédent part, et symboliquement, il monte dans une barque en bois, et il va regagner le quai. Alors le bateau est à quai en réalité, mais il regagne, il fait un petit périple avec des rameurs, et il regagne le quai, et ça, en saluant le bateau qui vient de quitter. La marine nationale, c'est un monde de symboles, et ça, on vous montrera. Ils sont très très attachés à leur particularité. C'est vrai que c'est pas une arme comme une autre. C'est pas l'armée de terre, c'est pas l'armée de l'air, c'est la marine. C'est la navale, comme on dit souvent. Il y a des symboles particuliers, et ça, je pense qu'on vous l'expliquera à bord, c'est vraiment un monde à part, et il y a une vraie fierté de pouvoir servir sur un bateau. Donc voilà, j'y suis allé notamment pour ces occasions-là, et puis je serai heureux d'y être le 16 mai. Question suivante. Merci, alors on va passer à Buzet. Nous ne connaissons que peu de choses sur le monde militaire, sur le rôle de la marine française et sur les missions de la Conite. Pensez-vous que la visite du navire mercredi nous permettra d'y voir plus clair? Oui, je pense que c'est un des buts, parce que l'idée, on va être très clair, lorsque le Pacha nous a fait la proposition, c'était de faire de la pédagogie, tout simplement, hein, c'est-à-dire offrir aux jeunes Chalonnais la possibilité de mieux connaître ce monde. Ça peut paraître étonnant, hein, nous qui sommes en Bourgogne, de se dire qu'on va à Toulon sur un bateau. Vous savez que, on vous le dira peut-être, le recrutement, parce qu'il faut trouver des marins volontaires pour y aller, le recrutement s'opère beaucoup dans notre région. Pourtant, on ne peut pas dire qu'on apprenne à nager facilement dans la mer en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut aller un peu plus loin pour la trouver, la mer. En fait, il y a des centres de recrutement sur place, des préparations militaires marines. On a eu la chance d'accueillir la préparation militaire marine de Beaune mardi dernier à l'occasion du 8 mai.
qui s'adresse aux jeunes de notre région pour leur dire c'est aussi un débouché pour vous que de vous engager un jour dans la Marine nationale. Et l'opération du 16 mai, elle n'est pas destinée, je vous rassure, on ne va pas vous présenter un contrat à la sortie du bateau en disant si vous signez, on vous garde à bord. C'est pas ce qui va se passer. Mais je pense que c'est aussi une façon de vous montrer que ce sont aussi des métiers de vocation. Et à ce titre-là, vous allez vous familiariser avec la chose militaire, même si vous n'y connaissez rien. Et comme la plupart des gens, d'ailleurs. Et encore moins peut-être la marine, parce qu'on en a moins l'habitude. Donc il y a vraiment cet attachement, cette visée pédagogique. Et je sais que, quel que soit le résultat de votre visite, ce qu'il en restera, on sera très attaché à ce que vous en ayez un bon souvenir. Parce que je les connais, je sais comment ils fonctionnent. Et à ce titre-là, je suis très confiant sur la façon dont on sera reçu, tout simplement. Voilà. Alors, la question de Mathis, bon, on a eu la réponse. Hein, c'était depuis quand est-ce que la ville de Châlons parrainait tel le navire. On va passer à la question de Mackenzie. Comment une ville devient-elle marraine d'un navire militaire? De qui vient la proposition ou la demande? Alors, ça peut venir... alors, j'ai pas forcément l'historique sur Châlons. Ça peut venir... je pense que là, c'était une initiative de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux, des navires de la Marine nationale qui souhaitent être parrainés. C'est-à-dire qui souhaitent nouer une relation avec la ville, avec une ville. Et il y a des villes, à l'inverse, ou réciproquement, qui, elles, souhaitent développer les liens armée-nation, notamment par ce type de parrainage. Alors, vous dire qui, de la poule ou de l'œuf, est arrivé le premier, selon l'expression consacrée, ça, je n'en sais rien. Je pense néanmoins que c'était quand même une volonté de la ville de Chalon-sur-Saône. Mais il faut que vous sachiez, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une association des villes marraines. Nous appartenons à une association nationale des villes marraines. Donc peut-être qu'à l'époque, je n'ai pas la réponse, la ville de Châlons s'est rapprochée de cette association, un peu comme quand une ville veut former un jumelage. Vous savez, nous, la ville de Châlons, elle est jumelée avec plusieurs villes. Elle est jumelée avec la ville de Saint-Helens en Angleterre, et j'y étais il n'y a pas très longtemps. Elle est jumelée avec la ville de Zollingen en Allemagne. On a une quinzaine de Châlonnais qui sont en ce moment d'ailleurs dans cette ville. Et puis, on a encore d'autres parrainages avec l'Italie et même avec les Pays-Bas. Et quand on veut nouer un parrainage qu'on n'a pas de ville, enfin un jumelage qu'on n'a pas de ville, on s'adresse souvent à une association responsable des jumelages. Donc, je peux imaginer qu'à Chalon-sur-Saône, les choses sont passées comme ça. Voilà, c'est possible. Je n'ai pas l'assurance en cas d'espèce. On pourrait se renseigner. On pourrait vous apporter sans doute la réponse le 16. Mais je pense que l'initiative a dû partir de la ville de Chalon-sur-Saône. Et le drame, c'est quand les villes ne jouent plus leur rôle. Moi, j'ai discuté, je ne vous dirai pas le nom du navire, parce que ça serait désigner la ville, avec un commandant, occasion en allant peut-être lors de mon premier déplacement sur la Conite à Toulon, commandant d'un navire très fameux qui était en rade de Toulon à ce moment-là, se plaignait beaucoup de ce que sa ville marraine ne nouait plus aucune relation avec lui, qu'il n'avait plus de contact. Et il était un peu jaloux de la Conite, qui, tout en étant beaucoup plus petit, avait quand même des contacts réguliers avec la ville marraine. Donc voilà, c'est important, c'est un engagement qu'on prend. Et il faut le faire vivre, comme on va le faire vivre le 16, grâce à vous aussi, voilà, tout simplement. Et c'est pas simplement les élus qui de temps en temps descendent à Toulon pour se faire plaisir, et voilà, c'est des échanges, des marins de la Conite qui viennent à Châlons, et des Chalonnais, comme vous êtes, qui vont aussi à la rencontre du bâtiment. Voilà. Question suivante. Alors merci. La question suivante, c'est Fabien qui va la poser. C'est une question à laquelle on a déjà répondu, mais on la pose quand même. Comment se fait-il qu'une ville comme Châlons, au cœur de la Bourgogne, puisse parrainer un navire de la Marine nationale? Il y a, je pense, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que, si, je le sais d'ailleurs, je l'ai sous les yeux, 140 unités militaires. Alors, quand on dit unités militaires, c'est pas simplement des bateaux de la marine, mais ça peut être aussi sans doute peut-être des régiments, des choses de ce genre, sont parrainés aujourd'hui par des villes françaises. 140. Et donc, ça veut dire
je redis ce que je vous ai dit, mais ça me semble important, puis c'est vraiment au cœur de la démarche qu'on aura le 16 en plus. C'est une manifestation de volonté. On veut, on ne nous impose pas. Personne ne peut forcer une ville, ni un bâtiment de la marine de se marier, entre guillemets, moralement. C'est un acte de volonté, c'est un acte de l'expression, du souhait de nouer des liens pour cultiver les valeurs du patriotisme et de la défense nationale, tout simplement. Donc, au cœur de la Bourgogne, on est en capacité de le faire, comme on le fait partout ailleurs sur le territoire. J'ajouterais, alors c'est sans doute pas ce qui a déterminé ce parrainage, mais que nous, on a, à Châlons, ça va vous faire un point d'histoire, peut-être vous ne le savez pas, on a une partie de notre histoire, vous en avez parlé? C'est un peu l'objectif de la question. Très bien. Partie de notre histoire qui est liée à la marine nationale et même aux marines du monde entier. Puisque nous avions, jusque dans les années 50, des chantiers navals à Chalon-sur-Saône. C'est-à-dire qu'on construisait des bateaux. On a construit d'abord des bateaux de bois, ensuite des bateaux de fer, et même des sous-marins, ici à Chalon-sur-Saône. Quand vous arrivez à Châlons, par la Saône, sur les bords de la Saône, vous voyez un grand bâtiment, vous arrivez du côté de Saint-Rémy. Vous avez de l'autre côté de la Saône, avant d'arriver dans la ville de Châlons, un immense bâtiment bleu. Bon, et bien à la place de ce bâtiment, là, c'est un centre d'expérimentation pour les centrales nucléaires. Enfin, il n'y a pas de centrale nucléaire à Châlons, mais on est en condition et les gens qui travaillent dans les centrales viennent se former dans ce bâtiment. Mais avant ça, à cet endroit-là, il y avait les chantiers navals, ce qu'on appelait le Petit Creusot, c'est-à-dire ça dépendait du Creusot, où on fabriquait des locomotives, des canons, etc. Et à Chalon-sur-Saône, on construisait des bateaux. Et on lançait les bateaux sur la Saône, et ensuite ils descendaient la Saône, le Rhône, et ils se retrouvaient en Méditerranée. Donc on a une partie de notre histoire qui est quand même liée à la marine. Un peu étonnant, mais c'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'était à Châlons et pas ailleurs? Parce qu'en fait, on avait le minerai, on avait le charbon pas très loin, Lens-les-Mines, le bassin minier, le minerai, et donc on arrivait à construire ici. Donc c'est aussi une partie de notre histoire. Et quelque part, c'est aussi ce qui nous lie à travers le temps. Parce que je dis, ça s'est déterminé il y a maintenant plus de 60 ans. Mais ça a été, on a des cartes postales, je ne sais pas si vous avez pu en avoir accès, on voit les Chalonnais qui étaient par milliers sur les bords de la Saône quand on mettait un bateau à l'eau. Vous avez peut-être déjà vu des images d'archives, pas forcément de Châlons, mais quand on jette un bateau, quand il est terminé et qu'on le lance, ou un sous-marin, c'était un spectacle, on imagine quand même. Aujourd'hui, si on avait encore ça, même aujourd'hui dans des chantiers navals partout dans l'Ouest en particulier, quand on lance un bateau, c'est une fête extraordinaire, mais les Chalonnais vivaient ça régulièrement au début du XXe siècle en particulier. Voilà. Où là, c'était vraiment... On a vendu des bateaux à la marine française, bien sûr, mais à la marine turque, à la marine japonaise. Les ministres de la marine, des armées du Japon qui venaient à Châlons quand même pour récupérer des bateaux. Enfin, c'était... ça paraît tellement lointain. Mais ça nous lie un petit peu à la marine quand même. Voilà. C'est aussi ces traces-là. Merci. On va passer à la question de Feriel. Quelle relation de Châlons tente-t-elle de développer avec le navire Acony? C'est d'abord et avant tout des relations d'amitié. Malgré le formalisme de l'armée, vous engagez pas dans l'armée pour faire l'école du rire. C'est pas une école où vous apprenez à faire des sketchs. C'est sérieux, l'armée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se détendre aussi. Ils savent se détendre de temps en temps, heureusement. Mais c'est sérieux. Mais au-delà de ce formalisme, il y a des relations d'amitié qui doivent s'engager. Et c'est pas facile, parce qu'on dit que les gens se renouvelaient souvent sur le bateau. Mais on arrive à maintenir ça. Vous allez voir, quand on visitera le bateau, il y a des couloirs sur un bateau. Alors d'abord, c'est pas un bateau de croisière. C'est un bateau qui est censé passer inaperçu. C'est un bateau qui fait du renseignement. Il y a des radars. On aura, je pense, l'occasion de descendre dans la salle des radars. Et donc, pour passer inaperçu, il faut qu'en fait, vous soyez complètement lisse. Il ne faut pratiquement pas de hublot. Vous verrez, il n'y a presque pas de hublot sur ce navire. Et donc, vous n'y allez pas pour faire du tourisme, mais vous verrez dans les couloirs,
les couloirs ont des noms qui sont des noms de rues de Chalon-sur-Saône. C'est-à-dire qu'ils ont baptisé les parties du navire avec des noms. Voilà, vous avez la rue Nicéphore-Niels, par exemple. Magnifique, quel hommage pour l'inventeur de la photo. Et ainsi de suite, vous verrez ça. Donc, c'est eux-mêmes, tous les jours de l'année, sont en contact avec Chalon, déjà par ces noms-là. Donc, ils ont fait leur part du travail, finalement. Ils pensent à nous régulièrement. Donc, notre but aussi, ces relations d'amitié, c'est des relations où on ne se laisse jamais 6 mois sans nouvelles. Voilà. Ils nous donnent de leurs nouvelles quand ils sont en mission. On les invite régulièrement, nous aussi. On a des échanges, comme c'est le cas ici. Voilà. C'est comme ça qu'on nourrit des relations d'amitié avec un équipage qui, même s'il tourne régulièrement, conserve, vous savez, ça c'est l'intérêt de l'armée, c'est qu'on garde les traditions. Parfois ça peut durer pendant très très longtemps. Donc, on garde les traditions, et les traditions d'amitié, pour nous, c'est fondamental. Et je sais que c'est partagé sur le bâtiment. Merci. La question posée par April. Est-ce que ce parrainage oblige un engagement particulier entre la mairie, son maire et le bâtiment? Alors, non. Il n'y a pas de code avec des cases qu'il faudrait cocher pour dire on a bien fait ou on n'a pas bien fait les choses. Ça dépend vraiment, je le disais tout à l'heure, de la volonté de part et d'autre. Et généralement, quand il y a une défaillance, c'est plutôt du côté des mairies que du côté du bâtiment, parce que, encore une fois, le bâtiment, ils sont très désireux généralement de nourrir et d'entretenir ces liens. Après, les mairies répondent plus ou moins. Bon, nous, on a choisi vraiment d'intensifier les relations, et c'est à ce titre-là qu'on se voit régulièrement, somme toute. Voilà. Donc, pas d'obligation, plutôt une obligation morale d'entretenir les bonnes relations. Merci. Lola. D'après vous, qu'est-ce que le devoir de défense doit représenter aux yeux des collégiens? Ça, c'est une question fondamentale. Hein. Elles le sont toutes, mais celle-ci, elle est vraiment au cœur de ce qu'on souhaite faire. Il y a une difficulté dans un pays, c'est de trouver le moyen de faire en sorte que, malgré toutes nos différences, il n'y a pas un habitant qui ressemble à un autre. Des origines différentes, des métiers différents, des vocations différentes, des études différentes, mais tous différents. Comment est-ce qu'on arrive à, malgré tout, participer, à se sentir appartenir au même pays? Il y a un élément de réponse. C'est assez dur comme réponse, mais c'est quand même une réalité de l'histoire. Puis je suis un peu historien sur les bords, donc c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Souvent, on prend conscience de soi quand il y a un danger. C'est-à-dire que quand on est collectivement menacé par la guerre, par une attaque, etc., là, on oublie un peu nos différences, qui parfois nous amènent à nous disputer entre nous. On dit que les Français sont volontiers encore des Gaulois, toujours divisés, etc. Et on essaye de se rassembler pour gagner, quand il y a une guerre, par exemple. Et finalement, le devoir de défense, c'est perpétuer ce sentiment d'unité de la nation, même en temps de paix. Donc, face à un bâtiment de la Marine nationale, comme celui-ci, sur lequel voilà, vous verrez les couleurs de la France, vous verrez aussi un pavillon, le pavillon de Beaupré avec la croix de Lorraine, puisqu'en fait, je fais juste, on n'a pas prévu non, on n'a pas prévu encore de parler de ça, mais je vais quand même en dire un mot. J'ouvre une parenthèse, je ne vais pas oublier ta question pour autant, mais ça va me permettre peut-être d'y répondre encore un peu plus. L'Aconite n'est pas le premier bateau à porter ce nom, puisque le premier bâtiment à s'être appelé l'Aconite était un bateau à la base d'origine anglaise, qui avait été mis à disposition du général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale pour se battre au nom de la France libre du général de Gaulle, et qui a fait cet exploit de couler 2 sous-marins allemands, c'était en 1943, et en récompense, le général de Gaulle a permis que dans le drapeau, le pavillon, puisse être gravé la croix de Lorraine. Vous la connaissez, la croix de Lorraine, hein, c'est une croix à 2 branches.
C'est à ce titre-là que le général de Gaulle a pris l'engagement qu'il y aurait toujours dans la marine nationale française un bateau qui porterait le nom de l'aconite. Alors que généralement, quand un bateau a vécu sa vie, on le recycle, le nom n'est pas redonné. Et là, l'aconite est redonné. Donc c'est déjà, Nicolas, le deuxième ou le troisième? Je dirais le troisième. Le troisième bateau, le troisième navire à s'appeler l'aconite. On vous le redira le 16 mai, ils savent évidemment ça par cœur. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est qu'il y a une grande permanence. Et que le devoir de défense, pour répondre à ta question, c'est aussi de reconnaître que ce bateau est une petite partie d'un tout qui s'appelle l'armée française, qui va se déployer avec des tas d'autres bateaux. Vous allez voir à Toulon, quand vous allez arriver à Toulon, quand vos yeux vont s'ouvrir après cette nuit de voyage, vous allez voir des tas de bâtiments. La base de Toulon est une des principales bases de France. Donc des bateaux de la marine nationale, vous allez en voir plein, mais plein. Et c'est vraiment impressionnant. Et vous vous dites que ça, c'est une partie de tous les bateaux que la France possède, qu'en plus, dans les mers, on a des souterrains, des sous-marins, pardon, je ne veux pas de souterrains dans les mers, de sous-marins qui parfois sont nucléaires, et qui peuvent donc porter la déflagration nucléaire au nom de la défense française sur toutes les régions du monde. Et qu'en plus de ça, on a des centaines d'avions, des centaines de véhicules militaires terrestres, etc. Donc on prend conscience, dans ce bateau, dans ce navire qui s'appelle l'aconite, qu'on est dans un ensemble énorme qui assure notre sécurité à tous. Et c'est ça l'intérêt de notre déplacement. Il est là. Et c'est pour ça que c'est là la vertu pédagogique de ce déplacement. Donc je pense que, tu sais, la réponse à ta question, c'est quelque part vous, quelle est la portée lorsque vous repartirez, lorsque vous aurez passé une journée à bord. Vous verrez, vous allez toucher du doigt, vous allez être à bord d'un élément de la défense nationale. Nous sommes une des puissances du monde à posséder l'arme nucléaire. Il n'y en a pas beaucoup. Vous savez que ça discute beaucoup sur la question des armements nucléaires avec l'Iran en ce moment, la décision des États-Unis de contester, etc. Je ne vais pas revenir sur ces éléments, mais qui sont très préoccupants parce que les tensions montent et on craint une nouvelle guerre au Proche-Orient. Mais très peu de puissances, très peu de pays dans le monde possèdent l'arme nucléaire. Donc ça nous donne des droits, mais beaucoup d'obligations. Et on prend conscience à Toulon, comme on le fera nous le 16, de l'importance stratégique de la France et de l'armée française. Donc c'est aussi pour ça que ce devoir de défense, vous allez le sentir sur place. Et c'est important, je finirai là-dessus pour répondre à ta question, c'est important parce que vous êtes au collège et que dans quelques années vous serez majeur. Et ça va arriver très vite. Moi j'ai un fils qui a votre âge, donc je vais en parler, voilà. Ça va très très vite. Et quand on est majeur, on a le droit de vote et on commence à participer aux décisions de son pays. Voter, ça peut être se présenter soi-même, mais ça peut aussi être désigner d'autres qui vont gouverner en notre nom, qui vont prendre des décisions en notre nom. Donc, quelque part, c'est maintenant qu'il est important que vous sentiez à quel point la défense est essentielle à notre pays. Parce que vous êtes en phase de devenir des adultes demain. Il y a encore des étapes. Puis c'est pas la peine de grandir trop vite, parce que vous allez voir, c'est génial au début, puis après on se dit, oh là là, 40 ans ont déjà passé, et on se dit, ça passe trop vite. C'est pas votre cas maintenant, parce que vous êtes jeune. Et vous verrez, ce que je vous dis là, c'est un peu abstrait, mais vous le verrez avec le temps. C'est à votre âge que les choses les plus importantes peut-être sont en train de se passer, où on acquiert un certain nombre de réflexes. Donc c'est pour ça que ce voyage, il doit avoir de l'importance pour vous. Mais vous le voyez, je vous le dis, vous me faites confiance, vous m'écoutez très sagement, je vous en remercie. Mais le plus simple, ce sera que vous-même vous en tiriez la leçon. Vous allez sans doute en reparler après, et vous verrez la façon dont ça vous a marqué. Je suis convaincu que ça vous marquera et que ça aura participé à votre découverte de ce qu'est la défense dans un pays, dans un grand pays comme la France. Il y en a encore une, je crois. Chériane ?
Liée au devoir de défense, le devoir de mémoire Chalon-sur-Saône organisera-t-elle une cérémonie particulière pour le 11 novembre prochain? Oui. Oui, parce que, vous le savez, on sera sur le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. On avait, en 2014, organisé une cérémonie très particulière déjà. C'était le 100e anniversaire de la déclaration de la guerre. Et il se trouvait que c'était en même temps le 70e anniversaire de la libération de Châlons. Donc on avait organisé un son et lumière, on avait raconté une histoire sur la façade de l'hôtel de ville qui avait été projetée la nuit tombée. Donc on réfléchit en ce moment à une organisation, alors peut-être pas exactement la même, on verra, mais en tout cas qui pourrait s'en rapprocher pour commémorer l'armistice. C'est important parce que la Première Guerre mondiale a été, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas pour la France, pour l'Allemagne et pour un certain nombre d'autres pays, mais d'abord pour ces deux-là, le moment, la première fois où on a pris à ce point conscience de la nécessité de garantir la paix, parce que ça a été une guerre absolument terrible pour les soldats. Vous savez, derrière notre monument aux morts, on a 1000 noms, 1000 Chalonnais, alors pas que pour la Première Guerre mondiale, aussi pour la Deuxième, mais ce sont des centaines et des centaines de personnes qui, dans une ville comme la nôtre, sont morts en 4 ans. Et donc, commémorer la fin de la guerre, en tout cas l'armistice, la fin des hostilités, je pense que c'est important aussi, d'autant que, voilà, pour un certain nombre d'entre vous, pour moi, mon arrière-grand-père est mort en 1914. Dans ma famille, on a beaucoup parlé de cette guerre, j'ai été sensibilisé depuis le départ. Mais vous représentez déjà une génération d'après. Donc c'est déjà un peu plus lointain, vous comprenez? Et donc, maintenir le souvenir, notamment sur ce grand événement du centenaire, c'est aussi dans vos têtes à vous, pour les jeunes, rappeler ce qu'a été cette horreur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut la paix à tout prix. Quand vous êtes attaqué, il faut bien répondre, sinon c'est pire que tout. Mais chercher à cultiver la paix, notamment par la construction européenne, ça compte pour beaucoup. L'idée de l'Europe, elle est notamment née pendant la Première Guerre mondiale. Parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible que 2 pays, puis même plus que ça, c'était une guerre mondiale, se déchirent sur le même continent. Donc il faut qu'on construise quelque chose de durable. Ça n'a pas tenu longtemps, puisqu'Hitler est arrivé après. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on y est arrivé. Et on est encore dans cette construction européenne aujourd'hui. Donc oui, on fera quelque chose, ça sera un devoir de mémoire, ça sera aussi un hommage, parce que j'y tiens. Devoir de mémoire, c'est pour nous. C'est-à-dire qu'on se rappelle de quelque chose pour pas recommettre peut-être les mêmes erreurs qu'avant, mais c'est aussi un hommage pour ceux qui se sont battus pour notre liberté. Et ça, j'y suis particulièrement attaché. Même s'ils sont morts il y a 100 ans et un peu plus, on leur doit encore du respect. Il y a un sacrifice, ils se sont battus, ils ont versé, comme on dit tout à l'heure, l'impôt du sang, et donc on a un respect pour eux, c'est une nécessité absolue. Voilà. Merci Monsieur le maire, les questions sont terminées des élèves. Merci également pour le privilège qui nous est fait encore cette année de pouvoir participer à cette journée à bord de Toulon. Ce seront de nouveaux élèves qui iront forcément. La plupart des professeurs, à part Monsieur Blanchard, seront eux aussi découvriront le navire, dans le but aussi de faire connaître la marine et les marins à bord, avec beaucoup de curiosité. Et ce qui est essentiel pour nos élèves, c'est de pouvoir échanger avec des marins qui, à bord du navire, exercent tous des métiers différents et voir que peut-être particulièrement au sein de l'armée, la formation au continu est très présente et permet ensuite une reconversion dans le monde civil. Et c'est important puisque le fait d'être obligé de se former tous les jours, d'appréhender de nouvelles notions, de nouvelles compétences face à des difficultés qui sont parfois particulières à bord d'un navire, eh c'est important de voir que tous les jours on peut apprendre et expérimenter de nouveaux savoirs. Voilà. Mais enfin, je vous rejoins complètement. Oui, il y a plein de métiers sur un bateau. Et oui, ça offre, même après la période militaire, des débouchés qui peuvent être intéressants. Parce que c'est certain que quelqu'un qui est passé par la Marine nationale, comme d'une façon générale par l'armée, quelqu'un qui a quand même des habitudes de travail, de respect de la discipline aussi,
Et les employeurs regardent plutôt ça avec bienveillance. Je le dis aussi, voilà, encore une fois, je n'ai pas mon carnet avec moi pour me faire signer un engagement dans la marine, hein. Si... moi j'ai un exemple très précis, même familial, de ce que voilà, un garçon qui visite la Conite reçoit un déclic et aujourd'hui est en PMM. Donc je ne dis pas que ça arrivera, mais ça peut arriver. Et il faut que vous soyez attentifs et un petit peu ouverts. Et puis si ça vous tente, ben, après on peut vous donner toutes les informations nécessaires. Bien évidemment, la Marine nationale comme l'armée française recrute aujourd'hui sur des métiers exigeants. Hein. Pas jamais négliger une chose, c'est que c'est des métiers dont le terme peut être la mort aussi, parce qu'on accepte de s'engager. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un épisode qui n'est pas si vieux lors d'une mission Jeanne d'Arc où la CONIT a participé à une mission de sauvetage d'un certain nombre de nos ressortissants, je crois que c'était au large de la Jordanie, et a dû essuyer le feu de l'adversaire. Donc c'est pas... voilà, il n'y a pas eu de mort ni de blessés, mais ça aurait pu aussi arriver. Ça fait partie de la mission. Donc ce sont des métiers à risque, forcément. Et je pense que pour qui s'en sent la vocation, ce sont des métiers absolument extraordinaires, parce que d'abord, ce sont des métiers de service. Vous vous mettez au service de quelque chose qui nous dépasse, vous vous mettez au service de la sécurité de vos concitoyens et au service de votre pays. Et ça, c'est quelque chose qui compte. Bon. Afin de vous en donner un petit avant-goût, je vous propose qu'on aille maintenant dans mon bureau, puisqu'il figure un pavillon de Beaupré, donc vous verrez un petit peu ce pavillon que vous retrouverez à bord de la Conite, et 2-3 autres petits souvenirs qui m'ont été au fil du temps donnés par les Pachas et que je vais vous présenter. Ça conclura notre visite. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir proposé ce temps de rencontre. Moi, je suis toujours ravi quand je reçois des jeunes collégiens, lycéens ou écoliers de Châlons. Cette maison qu'on appelle la maison commune, l'hôtel de ville, c'est la maison de tous les Chalonnais, donc vous y avez aussi votre place. Puis en plus, je vous accueille dans une salle qui est quand même très particulière, c'est la salle du conseil municipal. Hein. C'est celle où il y a plus de places assises, puisqu'il y a 43 conseillers municipaux. Et c'est une salle importante où les grandes délibérations et grandes décisions de la ville de Chalon-sur-Saône se prennent aussi. Donc c'est votre ville. C'est bien que vous soyez aussi aujourd'hui dans l'hôtel de ville pour voir un petit peu comment les choses se passent. Voilà. Merci. Merci à vous, et puis je vous propose tranquillement de me suivre, mon bureau est juste à côté, et pour vous montrer tout ça. Là, vous êtes dans mon bureau du maire de Chalon-sur-Saône. Alors c'est vrai que certains d'entre vous ont marqué l'aspect un peu ancien des bâtiments. En fait, ici, on est dans des anciens locaux d'habitation. Là, c'était une maison, des appartements. Mais la ville a racheté ça il y a une quarantaine d'années, presque 50 ans maintenant. Et c'est devenu ce qu'on appelle le cabinet du maire, c'est-à-dire le maire et ses services les plus proches. Et donc, là, vous êtes dans le bureau. Vous avez le secrétariat qui est à côté, mon directeur de cabinet que vous avez croisé en arrivant, qui est mon plus proche collaborateur avec lequel on travaille constamment, et puis d'autres bureaux encore, le premier adjoint au maire, et pas très loin d'ici. Donc voilà un petit peu comment les choses se passent. Alors, pourquoi je vous ai proposé de venir dans ce bureau? D'abord parce que voilà, c'est toujours intéressant de voir, c'est plutôt pas mal, hein, je ne vais pas me plaindre, hein, c'est un beau bureau pour travailler, c'est lumineux, c'est spacieux. Donc il y a bien pire comme condition, et souvent d'ailleurs des collègues maires qui viennent parfois de loin pour me voir, pour échanger comme ça se passe régulièrement, sont un peu jaloux parce qu'on a quand même une très belle mairie pour connaître, et parfois les mairies ne sont pas toujours aussi belles que celle-ci. Alors je vous ai fait venir ici parce qu'il y a quelques souvenirs, quelques indices, quelques symboles de la Conite qui sont là. Le premier que je vais vous montrer évidemment, c'est celui-ci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pavillon de Beaupré. Donc le pavillon de Beaupré, c'est le pavillon que vous allez voir flotter au-dessus de la Conite. Voilà. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la Croix de Lorraine, parce que précisément le général de Gaulle, après le fait que la Conite, ancienne version, ait coulé 2 sous-marins allemands pendant la guerre, avait en récompense donné l'autorisation de placer la Croix de Lorraine au milieu de ce drapeau qu'on appelle le pavillon quand on parle de la marine. Donc ça, vous le verrez, il m'avait été donné en 2014, je crois que c'est ça, en 2014 oui c'est ça, lors du premier contact, pour sceller un petit peu l'amitié. D'ailleurs, elle est là, j'ai pas mal de choses, mais pas forcément préparées, il se trouve que c'est là. Ça c'est pour le multiplex, c'est un autre sujet, ça. Bon, voilà.
vous irez enfin voir des films dans de bonnes conditions à Chalon. Ça arrive. Bon, alors voilà, ça c'est la remise en décoration. Vous connaissez le général de Gaulle ici, donc l'ancien commandant de la CONIT. Et ça se passe donc en avril 43. Voilà, le lieutenant de vaisseau Levasseur commandait, à l'époque c'était une corvette. Voilà le souvenir de cette récompense, et qui reste toujours, en tout cas, par la Croix de Lorraine dans le Conit. Autre souvenir, donc il y en a deux autres. Ça, ben voilà, ça fait partie des petites choses que la CONIT donne. Voilà, vous l'avez vu en photo ou pas déjà déjà, voilà. Donc ça c'est la silhouette, hein. Donc, et vous verrez, ça prend une autre dimension quand vous êtes sur le quai et que le bateau est devant vous. Encore une fois, c'est pas le plus grand navire que vous verrez dans le port de Toulon, mais ça reste quand même...